Bonjour, bonsoir et bienvenue à Privilégié, saison 2, épisode 2. Je vous remercie pour tous vos bons commentaires qu'on a reçus lors de la diffusion de la première épisode la semaine dernière. Comme à chaque semaine, on reçoit un invité inspirant avec une histoire à succès et aujourd'hui, j'ai bien hâte de vous présenter celui d'aujourd'hui. À chaque semaine, on redouble d'efforts puisque lors de la saison 1, nous avons atteint 3,5 millions de vues et notre objectif, c'est de battre ce record cette année et c'est grâce à vous qu'on va y arriver. Comme chaque semaine, on vous donne l'opportunité de gagner votre privilège. Et cette semaine, le privilège de la semaine est les 6 livres de notre invité d'une valeur inestimable pour vous aider sur votre croissance personnelle et vous offre une multitude de ressources financières. Cette semaine, on accueille Fabien Major. Ça va très bien, toi aussi? Ça va très, très bien. Est-ce qu'on s'appelle Fabien? Fabien Major? Anthony? Comment qu'on se passe? Vendu, parfait. On y va comme ça. Fabien, méga parcours. Méga parcours. Je vais être franc, quand je faisais ma petite préparation de petites cartes, j'essayais de tout rentrer dans un paragraphe, puis c'était littéralement impossible. C'est-à-dire que tu es planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine pour Ascenté Groupe Major aujourd'hui. Mais il y a plus de lettres dans tes acronymes que dans ton nom. MBA, CMI, PI, ADMA. Ça représente quoi? Non, parce que ça représente quoi exactement, tous ces acronymes-là? MBA, c'est une maîtrise en administration des affaires. Okay. CIM, c'est Chartered Investment Manager, c'est gestionnaire de portefeuille agréé. PLFIN, planificateur financier. Puis ADMA, c'est administrateur agréé. OK, excellent. Fait que c'est beaucoup de qualifications pour nous parler de planification financière aujourd'hui. Ouais. Excellent. Notre sujet d'aujourd'hui, Fabien, on va parler d'inspirer par l'exemple. Puis pour moi, ça me parle énormément. Mais avant tout, les gens te connaissent. Tu as une grosse notoriété ici au Québec. Tu as écrit 6 livres, dont un best-seller, qui est celui qu'on a ici, Le petit secret et gros mensonge de votre banquier. Yes. Ça parle de quoi, ce livre-là, exactement? Ça parle du banquier qui est là pour s'en mettre plein les poches plutôt que vous rendre service. J'adhère vraiment à cette vision. C'est-à-dire que le sujet d'aujourd'hui, inspiré par l'exemple, on l'a choisi parce que, selon moi, un planificateur financier, en fait, ce qu'on m'a appris, mon mentor m'a toujours dit, Anthony, si quelqu'un te dit de mettre ton argent à telle place, la seule question que tu dois lui demander, c'est... La mets-tu là, toi aussi? Exactement. Puis c'est fou comment ça m'a aidé dans la vie à me diriger, parce que dès que j'arrivais dans une banque, sans les nommer, puis qu'on me disait, non, moi, je suis plus dans... Je m'en vais pas là. Tu es en train de me dire d'aller là, alors que toi, tu ne l'appliques pas. Est-ce que c'est ce que tu appliques au quotidien? Bien sûr. Mais tu viens de me faire passer une anecdote savoureuse. Un client qui est venu me voir parce qu'il était allé voir son banquier, justement, puis il recommande tout un beau plan d'investissement. Puis il a dit, et toi, j'imagine ton argent est à la même place. Il dit, non, j'en ai plus. Elle est vraiment bonne. Elle est écœurante. Puis avant de rentrer dans le vif du sujet, auteur de 6 livres pendant plus de 9 ans, en fait, depuis plus de 9 ans, chroniqueur financier pour le Journal de Montréal. Yes, oui. Chroniqueur régulier à l'actualité et à la station de radio, ici première de Radio-Canada. Un gros parcours en communication. Tu es un passionné depuis toujours de la communication, de l'écriture, les podcasts, la radio, la télé. Puis ça commence, en fait, avec une carrière en radio. Oui, c'est ça. OK. Puis dis-moi, tu commences en finance en 1998, alors que j'avais 3 ans. Donc, beaucoup plus de bagages que moi. On s'entend qu'à 3 ans, je jouais avec des jouets. Là. Mais l'idée là-dedans... Tu pouvais en vendre déjà sur Marketplace, je pense. En 98, impossible. Facebook a commencé je sais même pas ça. Oui, mais précurseur comme toi. Oui, écoute, je faisais mon possible. En vérité, je vendais des bonbons. Ma mère m'achetait... Petite anecdote, ouais. Je ne l'ai jamais dit, d'ailleurs. C'est une exclusivité aujourd'hui. On me demande souvent c'est quoi ta première business, puis je commence toujours par l'agence d'influenceurs et d'événementiel que j'avais en 2013-2011, entre 2011 et 2013. Mais la vérité, c'est que ma première business, c'est que je demandais à ma mère de m'acheter des bonbons quand j'avais des bonnes notes à l'école. Oui. Puis, au lieu de les manger comme tous les jeunes normaux, moi, je les volais, je partais avec sa brouette, puis j'allais les vendre dans le quartier. Puis là, je me ramassais de l'argent. Puis, je me rappelle même plus ce que je faisais avec cet argent-là, mais ça a été mon premier modèle d'affaires. Je pense que j'avais 9-10 ans. OK. Fait que, en tout cas, ça a été mon parcours à moi. Mais parlons du tien. Tu n'as jamais cessé de te perfectionner. Mais la première question que j'aurais pour toi, c'est: t'es natif de quel endroit exactement? Moi, je suis né à Lévis, dans le coin de Québec. Mais assez jeune, la famille, on a déménagé. J'ai grandi à Laval. OK. Ouais. Excellent. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à Laval? Je pense que c'est la radio directement. Bien, Laval, c'est que j'étais vraiment enfant, là. Mais à partir de Laval, je te dirais que vers le début de l'adolescence, 13 ans, je voulais faire de la radio. Okay. Mon frère en faisait, il était animateur à C'est quoi? Okay. Je le voyais vraiment comme une big star, puis ça me tentait de l'imiter. Je trouvais ça passionnant d'entendre la voix portée par un appareil portatif, puis une personne est à des centaines de kilomètres, puis on l'entend. Ça me passionnait. Puis à partir de l'âge de 13 ans, je voulais faire ça, mais j'étais
très attiré par les sciences. La médecine vétérinaire, biologie, c'était ça mon parcours que je tentais de faire. C'est pour ça que je m'étais inscrit en sciences pures. OK. Puis, en fait, ma grande question pour toi, là, c'est qu'est-ce qui te fait partir des communications pour t'amener dans le monde des finances directement? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ton parcours à C'est quoi? Rythme FM, t'as lancé Rythme FM? C'est mon frère qui a lancé Rythme FM. OK. Oui, oui. Moi, j'ai travaillé pour Ciel, qui est 98.5. OK. J'étais morning man avant Paul Arcand. Ah, mon Dieu Seigneur. J'ai laissé l'antenne à 33 ans. À 33 ans pour continuer ton parcours en planification, en finance directement. Pourquoi? Ben, je te dis, dans ce temps-là, c'était peut-être un marché très différent, mais en même temps, les tops des plus écoutés gagnaient bien leur vie. Puis, dans le bas de la liste, il fallait bosser fort puis faire toutes sortes de choses, des fois qu'on n'a pas nécessairement envie, comme faire des remotes à Saint-Hubert ou Longueuil. Je faisais, mettons, club piscine, et puis j'annonçais les piscines avec la poche de chlore. Puis, tu faisais la pub à radio, là, oui, tu sais, cette semaine, poche de chlore. Ah, live? Live, c'est ça. C'était du remote. OK. Alors, pour bien gagner ma vie, il fallait que je fasse beaucoup de commerciaux. OK. Puis ça commençait à me peser. Je trouvais que je me vendais pas cher. Je comprends. Mais c'est comme un producteur de contenu qui, à chaque semaine, parle d'une compagnie. C'est pas pour ça qu'on les suit, puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut refléter non plus. Là. Exactement. Et puis, j'ai eu quelques contrats à télé, des voix hors champ, de la narration. Puis, une année, j'ai perdu 2 contrats importants. Puis, en ayant 3 enfants à ce moment-là, puis 4 même, je suis père de 4 enfants, je me disais, il faut absolument que j'aille un plan B pour les nourrir, pour être en mesure de payer mes factures. Puis, j'ai commencé à étudier la finance, tout en travaillant à la radio. À l'âge de 33 ans. Oui, c'est ça. Virement de situation, changement de vie complètement. Oui, mais je t'avoue que ça me puait au nez, la finance. Là. Je ne blairais pas ça. Je suis allé à reculons. C'est juste que mon père était un bon vendeur, puis il voulait que j'aille dans ce domaine-là. J'ai eu un premier livre d'études. Je suis allé passer l'examen sans trop avoir étudié, puis à ma grande surprise, j'avais passé tout de suite. J'avais donc une facilité. OK. Mais il s'est produit un déclic. C'est quand j'ai commencé à rencontrer les premiers clients dans leur cuisine. OK. Là, j'ai eu une révélation. Je faisais de la vraie communication. OK. Parce que je parle, j'explique à Mme Tremblay c'est quoi ses fonds d'investissement. Oui. Elle me dit ses craintes. Alors, il y a de la rétroaction. La radio, à moins de faire des entrevues, là, si tu parles directement, c'est un monologue. C'est ça. Oui. Là, j'ai eu une révélation, puis je lui rendais un vrai service. À la radio, là, si tu regardes un comptoir de cuisine, tu as le toaster, la cafetière, tu as l'ouvre-boîte, le micro-ondes. La radio est au même niveau que ton toaster. Elle n'est pas plus importante. Et j'ai commencé à me sentir, je te dirais, j'avais un apport moins significatif dans la vie des gens, puis ça me tentait de faire plus de différence. Et puis, c'est là que j'ai commencé en finance à 33 ans, puis j'ai dit « bye bye, boss ». OK, excellent. Puis, sans savoir ce qui m'attendait. Sans savoir ce qui t'attendait, tu te jettes dans l'inconnu. Tu te jettes aussi dans l'inconnu comme travailleur autonome. Oui, c'est ça. Pourquoi avoir choisi? On accueille beaucoup d'entrepreneurs. Puis il y a un débat qui se passe en ce moment dans le mot entrepreneur, justement, versus un travailleur autonome. Pourquoi tu as choisi de partir à ton compte au lieu de partir sur une bannière? Oui, bien, c'est une entrevue avec une employée d'une grande banque qui m'expliquait les conditions, parce qu'après avoir eu mon premier permis, dans le temps, c'est la Commission de valeur mobilière du Québec, qui s'appelle maintenant AMF, je pouvais postuler sur des postes dans les institutions bancaires. Et puis, quand j'ai eu une première entrevue d'une grande banque, je ne la nommerai pas, mais mettons qu'elle est assez royale. C'est ça. Alors, l'employé en question, elle m'explique c'est quoi les tâches, et puis on me dit, bien, voici ce que tu dois vendre. Alors, je comprends qu'il m'impose des produits. Je travaillais en succursale. Ouais. Et puis là, je dis, mais si ce n'est pas les meilleurs du marché? Et elle te répond? Là, elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, mettons que, je ne sais pas, moi, le produit de Desjardins ou le produit de Banque nationale est meilleur. Bien, tu ne peux pas les vendre. C'est les nôtres, il faut que tu vendes. Je me suis levé, je suis parti. Mais je te comprends à 100 Oui. En fait, ce que je te demandais de faire, c'était de pousser le client vers des produits qui n'étaient peut-être pas adaptés à eux. Adaptés, oui, mais peut-être pas les plus avantageux dans leurs circonstances, alors que moi, je suis arrivé avec encore plein de valeurs, d'innocence, mais je voulais pas travailler avec l'obligation de vendre des produits puis d'être rémunéré davantage si je vendais des produits d'une bannière. Alors là, je me suis dit, j'ai pas le choix, je deviens autonome, et puis ça va prendre un peu de temps avant d'avoir une paye confortable, mais c'est le chemin que j'ai parcouru. C'est inspirant. C'est le mot que je vais utiliser aujourd'hui, puis
Dis-moi, Fabien, quand tu es parti à ton compte, évidemment, comme pour ceux qui ne le savent pas, les courtiers, la plupart du temps, partent sur une bannière comme travailleur autonome. Ouais. Dans ton cadre à toi, tu as fait ça un peu différemment de ce que j'ai pu comprendre? Non, parce que dans le courtage, que ce soit le courtage, ça prend on la va licence. dire restreint, comme les fonds communs ou les valeurs mobilières, qui est le plein exercice, la firme de courtage, ça nécessite une infrastructure assez coûteuse. Okay. Ça prend quand même des centaines de millions, voire des milliards pour rentabiliser ça. Ah oui. Alors, les conseillers qui débutent doivent être dans une bannière. Ils peuvent avoir l'identité de leur cabinet, mais rattachés à un grand distributeur. Mais en même temps, le public recherche des grands distributeurs tout simplement par sécurité. Je suis d'accord avec toi. Puis dis-moi, est-ce que tu as commencé, on te connaît aujourd'hui pour faire partie du groupe Ascente, en fait, groupe majeur. Mm-hmm. Est-ce que tu es parti avec Ascente à l'époque ou tu as changé en cours de route? J'ai eu différents passages, puis je te dirais que le plus significatif qui a forgé ma carapace, c'est un passage dans une firme qui s'appelait Teraxis, qui a été achetée par Vincent Lacroix. Oh, OK. Alors ça, c'est le fraudeur notoire. Oui, exact. Et puis, moi, je suis directeur des produits de placement, puis conseiller à mon compte. On est début des années 2000 et Lacroix achète toutes les compagnies qui naissent, qui sont intéressantes dans le marché et vient acheter Teraxis, qui était à ce moment-là propriété de la Caisse de dépôt et de placement. Oh, ouais. Et c'était la firme par laquelle je passais. Moi, j'avais des clients qui étaient investis dans des produits que Vincent Lacroix a achetés. Ben voyons donc. Et puis... faut que tu m'en donnes plus, là. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire-là? OK. Ben, je le blairais pas. Je sais pas pourquoi. Tu sais, on a une petite voix intérieure. Là. Parce qu'on le savait pas, là, que c'était un arnaqueur. On n'était pas rendu... C'était une star. Ah oui? Oh, oui, c'était une star. On le voyait partout. Puis tous les conseillers l'enviaient parce qu'il gérait des centaines de millions. Puis il y avait des fonds d'investissement qu'il gérait lui-même. Alors, il y a plein de groupes de conseillers qui s'en allaient vers lui. Mais j'ai commencé à entendre des histoires qui, moi, me donnaient froid dans le dos, comme quoi que, par exemple, un conseiller suivait Lacroix, puis il recevait une valise en argent cash, mettons 100 000 $, puis le deal se faisait chez Paré, bar de danseuse. Ouais. Je dis, non, c'est une histoire, ça se peut pas, là, ça se peut pas. Puis là, un conseiller que je connais très bien me dit... Il veut me voir, Vincent Lacroix, chez Lady Marianne à Québec, qui est un autre bar de danseuse que peut-être des gens ici connaissent. Je sais pas. Écoute, le Paris, je le connais à cause du Club La Boum. On part de là. Et Lady Marianne, c'est une institution à Québec. OK. Alors, il est allé le voir, puis il m'est revenu, puis il dit, ce gars-là, c'est un malade. Il m'offre 100 000. La valise, il l'a ouvert devant moi. Après ça, les danseuses dans les loges, toutes, il dit, il faut que je m'en aille de là. Comme dans les films, là. On est comme dans Danny Ocean 13. Là. Comme dans les films. Et puis... il fait un gros meeting parce qu'il y a des conseillers qui pensent quitter l'organisation, qui vient juste d'être acheté. Okay. Moi, je le pense aussi. Puis je commence à parler à plein de monde. Ça vient aux oreilles de Vincent Lacroix. Et on commence à entendre des histoires qui suivent du monde, qui va brancher des appareils d'écoute électronique dans les maisons. Des conseillers qui pensent qu'ils ne sont pas loyaux à sa cause. Et je te dis, là, j'en dormais plus. Là. Ça commençait à être vraiment élevé. Et puis, il fait un meeting avec les conseillers pour dire qu'il voulait, dans ce meeting-là, rassurer les gens. Puis la première phrase qu'il a dit, pour moi, qui a été marquante, il dit « C'est pas vrai les rumeurs qui disent que je suis financé par les Hells Angels. » Bon, mon Dieu, ça part bien. Ça part bien. Quand tu dis « Je ne fais pas ça », c'est sûr que tu le fais. Et j'ai pas attendu le reste du meeting. Je me suis levé, je suis parti. Aïe, aïe. Ben, c'est sûr. Et puis, là, j'ai remis ma démission à la direction de Teraxis. J'ai contacté tous mes clients. Et puis, il s'est passé quelques mois seulement et le scandale a éclaté. Tous mes clients avaient accepté de changer de firme, sauf un. Et celui-là, c'est quelque chose comme le 8 août 2005, quand c'est les manchettes, en continu, toutes les émissions de radio, de télé sont là-dessus. Vraiment? Ben, j'appelle le client, je lui dis, regarde, je t'avais dit de sortir, t'es pas sorti. Où est-ce que t'es? Je suis sur un terrain de golf. Attends-moi, je te rejoins. Je suis allé voir avec un formulaire. Et je l'ai sorti, c'est passé dans les transactions. Son argent n'a pas été pris dans Norbo. Et tous mes clients ont passé à côté. Wow! Alors, évidemment, j'ai appris deux choses là-dedans. J'avais une petite voix intérieure, puis je me dis, toi, il m'a t'écouter en tabarnouche la prochaine fois. Suivre son instinct, c'est super important. Suivre son instinct. J'avais un gros malaise. Il y a plein de choses qui ne s'expliquaient pas, mais qui n'étaient pas nécessairement de la malhonnêteté. Mais moi, j'avais un inconfort total. Puis là, je suis parti vers l'inconnu. Tout seul à mon bord, les autres conseillers se moquaient de moi en disant « Écoute, c'est un homme d'affaires aguerri.
On a une réputation dans la vie, c'est important. Ouais. C'est-à-dire que tu n'en auras pas 2, tu n'en auras pas 3. On le voit avec ce qui s'est passé Exactement. dans le scandale MeToo il y a 2 ans. La plupart des popularités québécoises qu'on a connues se sont rétractées. Puis dans les finances, c'est encore plus dangereux là, de faire partie de ça. Tu gères le patrimoine de la retraite d'une personne, tu gères la fin de sa vie. Oui, carrément. Fait que c'est, mais ou l'accumulation. 100%. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le scandale Norbeau, je vous invite à aller le consulter. Je pense que c'est connu par tout le Québec, mais personnellement, je n'étais pas vieux en 2005, mais je le connais pas. Il y a une série télé, il y a un film, et puis il y a des livres sur le sujet qui ont été faits. Puis ça dévoile un fin renard qui a abusé de plein de monde. C'est incroyable, cette histoire-là. C'est incroyable. Fait qu'on fait un résumé. Carrière de radio pendant plus de 15 ans. On travaille pour la firme de Teraxis, qui n'était pas nécessairement Vincent Lacroix initialement. Fait que parcours pas tumultueux, mais je dirais rempli d'embûches et de défis. Ouais. Et on termine par la suite par fonder notre propre groupe de planification financière. C'est ça le résumé? Oui, c'est un peu ça. Mais je te dirais qu'à partir de 2008-2009, il y a une autre tuile qui est tombée. C'est que, oui, ma carrière démarrait, ça allait bien, mais j'étais plutôt timide et puis je faisais de la prospection avec difficulté parce que je voulais pas achaler le monde avec les investissements. Puis de toute façon, un conseiller en finances personnelles, planificateur financier, ça avait une réputation, je te dirais, en dessous des éleveurs de pitbull. C'était pas fort. Alors, c'est 2008-2009 est arrivé une crise financière mondiale. Évidemment. Des faillites en série, fermeture de plein de compagnies. Puis là, pour moi, c'était révélateur parce que je me suis dit, soit je continue ou je lâche tout, puis je vais faire d'autres choses. Je vais faire de la narration au canal. On va retourner faire des pubs de club piscine. Oui, exactement. Mais à la place, je me suis dit, non, ça n'a pas de sens. Je vais faire quelque chose d'autre parce que j'avais suivi une formation en MBA avec des cours que je suis allé chercher en perfectionnement en commerce électronique. OK. J'ai jamais vraiment appliqué mon MBA. J'ai jamais appliqué non plus mes connaissances en communication. Okay. 2008-2009, j'ai passé beaucoup de temps à me peaufiner un plan d'affaires. OK, il y a des crosseurs dans l'industrie, il y en a partout. Moi, je ne suis pas un crosseur, on part de là. Okay. Mais il n'y a personne qui le dit, il n'y a personne qui le sait. Alors, je vais le dire. Je vois que Barack Obama, il y a une montée vertigineuse. Il s'est présenté genre 6 mois avant l'élection. Sa carrière montait à cause des blogs. Alors, j'ai lancé un blog et puis je me suis dit, je vais davantage m'ouvrir, davantage montrer ma personnalité. Partager ton savoir et tes expériences du passé pour avertir la population puis les informer. Un peu, oui. Et puis, le dire carrément ce que je pense, puis exprimer ma personnalité. Puis, à partir de là, j'ai gobé plein d'informations sur la gestion des sites web. J'ai fait mes premiers sites web. Je suis allé suivre une formation chez Google au bureau à Montréal, pour la gestion des SEO. Et il me restait un peu d'économie, mais pas que le diable, parce que les marchés tanguaient, puis mes placements étaient là où mes clients ont aussi des investissements. Ça a baissé énormément. La bourse avait baissé de 50 % en 2008-2009. Alors, c'est énorme. Mais ce que j'avais appris en marketing et commerce électronique, c'est que tu investis quand les autres n'y sont pas, 100%. Quand les autres ont la chienne. J'aimerais ça qu'on prenne ce point-là puis qu'on en parle aujourd'hui parce que, comme tu le sais, maintenant tu le sais, j'ai une agence marketing qui s'appelle AMM Digital et l'investissement en publicité pour moi est pas relié à la bourse, mais similaire au niveau de la façon de l'exécuter. Comme tu le dis, tu investis en bourse quand les gens sortent parce que c'est là qu'il y a des opportunités. On l'a vu avec la pandémie. Là, c'était inévitable que si tu investissais dans le pic en mars 2021 de mémoire, mais tu peux me corriger, ça allait évidemment monter. Et là, on est dans un marché que je ne qualifierais pas de récession, parce que j'aime pas ce mot-là, mais plus de ralentissement économique. Pas parce que les récessions n'existent pas, mais de mon point de vue, on n'est pas dans une vraie récession. On est dans un contrôle de l'inflation créé par le gouvernement par l'augmentation des taux, de mon point de vue. Mais là, toi, tu es un expert, fait qu'on va pouvoir se challenger là-dessus. Et où je vais en venir, c'est que je vois beaucoup de clients des entreprises dire « Oups, on va ralentir le budget publicitaire parce qu'on s'attend à un ralentissement économique. » Moi, ce que je leur conseille, je ne sais pas qu'est-ce que toi t'en penses, c'est ben non. C'est tout le monde sortir, mais 2 fois plus de publicité pour aller chercher les miettes que tout le monde laisse sur la table. Ça fonctionne quand tu as un modèle d'affaires, quand tu sais où tu t'en vas, tu as confiance en toi et tu as, en plus d'avoir quelques barrières à l'entrée pour ne pas qu'on te compétitionne facilement, tu as aussi quelque chose qui te différencie des autres. Quand tu as tout ça, go! Et puis, évidemment, c'est chirurgical, le SEO. Hein?
À ce moment-là, j'ai trouvé des partenaires, des compagnies qui pouvaient me backer. Moi, j'ai mis 25 000 et j'ai acheté du temps d'antenne à 98,5 où c'était possible en soirée d'acheter du temps d'antenne. Et j'avais des émissions à la radio d'1 heure, une fois par semaine. OK. Ça s'est déjà fait. Mais qu'est-ce que je faisais de différent? Moi, je ne leur vendais rien. Je les rassurais sur les marchés. Je les écoutais en ondes, les auditeurs. Et puis, il y avait juste une pub qui disait, pour en savoir plus, visitez. L'émission était une présentation. Les vraies affaires présentées par le site deuxièmeavis.com. OK. Sur le site, c'était un call to action. Je faisais la promotion uniquement des produits garantis. Et puis les gens étaient dans une crise. Ils voulaient faire quelque chose. Ouais. Évidemment, le site web a marché super fort. Puis là où j'avais trouvé ça un petit peu particulier, il y avait une grosse campagne de publicité à l'époque de la Banque Scotia qui disait « Allez chercher un deuxième avis ». Il n'y avait pas réservé de nom de domaine. Fait que tu es allé chercher le nom de domaine. Je l'ai acheté. Et puis c'était mon point de chute. dépôt. Oui, mon point de chute. Alors ça, c'était mon micro-site pour faire... la conversion. Aller chercher des clients potentiels puis construire ton cabinet avec ça. Exactement. Mon landing page, c'était ça. Puis je n'allais pas solliciter les gens. C'est eux qui me sollicitaient. Alors, ce qui est arrivé, c'est que l'année 2009, c'est ma première meilleure année à vie. Okay. Toutes les autres ont été ensuite mes meilleures années à vie. C'est excellent. Et on n'est jamais... là, j'ai compris le pouvoir du marketing de contenu. Puis j'ai fait beaucoup, et j'en fais encore. J'écris pour InfoBref, l'actualité. Puis après ça, on dirait qu'il y a eu un déclic. Les médias m'appelaient pour être commentateur ou pour être chroniqueur. Le journal m'a appelé pour être chroniqueur à temps plein. Okay. Pas à temps plein, mais je veux dire régulier, c'est hebdomadaire, c'est une base hebdomadaire. Mm-hmm. Et puis, moi, je ne vendais rien. Je donnais mon avis avec le plus d'objectivité possible, puis le téléphone sonnait au bureau. Ce qui fait que je me faisais des clients comme ça. Fait que ta campagne marketing a été d'inspirer par l'exemple, c'est-à-dire que tu disais ce que tu pensais fondamentalement, ce que tu appliquais de façon ouverte grâce à tes talents de communicateur, grâce à ton expérience de communication. Mais c'est la première fois que je l'appliquais comme quelqu'un dans le domaine financier. J'avais comme tourné la page de mon passé. Je me suis réconcilié avec mon passé en m'en servant comme tremplin. Okay. Puis je me suis dit, OK, j'ai toujours aimé ça communiquer, mais j'étais peut-être quelque part un animateur avec un talent limité. Mais je pense que j'étais capable de vulgariser puis simplifier les choses. Puis c'est ça que j'ai amélioré. Puis je me suis concentré dans une niche qui est la finance. C'est exceptionnel. Félicitations pour tout ton parcours. J'espère avoir un parcours comme le tien en passant. Je veux que ça soit dit sur tape pendant que j'ai 27 ans. Je te demanderai pas ton âge, mais où je vais en aller là-dedans, c'est que je trouve ça magnifique ce que tu as fait avec le négatif qu'on a parlé depuis tantôt, qui n'est pas du négatif, mais qui... Je pense que ça fait partie de la vie. Hein. Ah oui, c'est des périodes sombres, mais c'est une crise mondiale. Et dans la crise, on lâche ou on continue, puis on s'adapte. 100%. Puis c'est ça que je retiens, c'est que une personne très intelligente qui ne s'adapte pas va échouer. Ouais. Une personne moyennement intelligente qui sait s'adapter, développer des talents d'intelligence relationnelle, émotive, ça se faufile. J'ai une grosse question pour toi, Fabien. Dans tout ce parcours-là, qu'est-ce que tu aurais fait différemment si c'était à refaire? Absolument rien. Tu ferais exactement la même chose? Je ferais exactement la même chose. J'ai tout le temps écouté la petite voix que je te disais tantôt, là, qui me disait quoi faire. Puis, pas qui me disait quoi faire, qui dit juste, je suis à l'aise ou je suis pas à l'aise. C'est tout. Et puis, je regrettais d'avoir lâché l'école assez tôt. C'est pour ça que je suis allé chercher des certifications. Je suis retourné à l'université à temps partiel. Je suis allé faire la certification de planification financière puis de gestionnaire de portefeuille. Okay. C'est un défi de plus. Puis, j'ai plein de défauts, mais j'ai une qualité. Je te parlais de pitbull tantôt. J'ai peut-être la force de mâchoire du pitbull. Quand j'adhère à une idée, j'y vais jusqu'au bout. Je ne lâche pas. Je ne suis pas un lâcheux. J'ai d'autres défauts, comme je te dis, mais je ne suis pas un lâcheux. C'est génial. Fait que très rapidement, tu es devenu un chroniqueur et une référence dans les journaux pour les journaux, la radio, la télé au niveau des finances. Puis moi, une grande question que j'aurais pour toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu penses qu'on vivra dans les prochaines décennies au niveau économique? Parce que là, on parle de 2008, qui a été évidemment une crise hypothécaire incroyable. On a parlé de mon avis tantôt, mais j'aimerais avoir ton point de vue. Est-ce qu'on est dans une crise réelle? Qu'est-ce qui va se passer? On s'en va où, là, présentement? Quand est-ce qu'on va redevenir stable? L'instabilité a été causée par la pandémie, c'est clair. Puis la dernière, c'était il y a plus de 100 ans. Il faut s'adapter à ça avec une réponse que les gouvernements ont fait comme ils pouvaient.
J'aurais tellement pas aimé être un ministre dans cette situation-là. Moi, je leur lève mon chapeau. Il y a des erreurs, mais il y a aussi quelques bons coups dans les circonstances, c'est sûr. Mais tu vois, se sortir dans une pandémie, ça peut nous rendre plus forts. Quelque chose qu'on peut reprocher au gouvernement du monde entier, c'est d'avoir fait des pressions auprès de leur banque centrale pour baisser les taux afin qu'il n'y ait pas de crise économique pendant la pandémie. Ouais. Il y a je te dirais, un alignement de planètes incroyable que les gens ne réalisent pas, mais comme le commerce en ligne était déjà assez efficace quand la pandémie est arrivée, on a pu fonctionner. De se faire livrer de la bouffe, de se faire livrer toutes sortes d'objets. On a pu fonctionner à cause que le télétravail et aussi Internet, le commerce en ligne fonctionnait avec assez de rapidité. Ça l'a étonné tous les gouvernements parce que l'économie était très résiliente. Puis en 2020, bien, il y a eu un ralentissement. Ça a été positif même sur les marchés, 2021 aussi. Mais le fait que les banques centrales, comme la Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine, ont tardé certainement d'une année avant d'augmenter les taux, bien là, ça a engendré l'inflation. Ouais. Un surplus de liquidité, ça fait en sorte que des gens ont spéculé sur trois choses. Ils ont spéculé sur l'immobilier et ils ont spéculé sur les titres boursiers et sur les crypto-monnaies. Dans les titres boursiers, c'était principalement les titres technologiques. Et on a vu des valorisations augmenter. Tesla s'est vendu 1000 fois ses bénéfices. Ça veut dire que si tu achètes l'action de Tesla à 2500 $, elle n'a pratiquement pas de profit. Avec ces profits, tu vas te repayer dans un millénaire, dans 1000 ans. C'était pas censé que l'action se vende aussi cher. Il y a des gens qui sont rentrés tête baissée là-dedans, puis bien sûr, ça a tombé. By the way, moi, je suis sorti. T'es sorti quand ça montait? Je suis sorti avec 1200% de profit de Tesla. Ah, mais c'est sûr. La journée où il annonçait que Tesla allait se rendre sur le SP500, là, ça devenait un stock, je te dirais... Ils ont split aussi à un moment donné pour permettre d'avoir la Oui, plus tard, effectivement, ils ont splitté. Mais quand ils sont rentrés sur le SP500, ça devenait une action commune que tout le monde pouvait acheter par le biais d'un fonds indiciel, d'un FNB. Je comprends. C'est là que je suis sorti. OK. Alors, les mouvements de foule, il faut les fuir. Quand tout le monde te parle de la même idée, c'est le temps de regarder ailleurs. Si tout le monde me disait que Vincent Lacroix était beau, était fin dans le temps, moi, j'ai regardé ailleurs. Je comprends. Dans le cas des marchés, c'est la même chose qui est arrivée avec les cryptos. Puis la crypto, il va se faire un nettoyage. Oui, je pense que c'est sûr que la blockchain a de l'avenir. Ouais. Mais il y a eu un engouement populaire, une espèce de folie des foules qui était le même qu'avec les stocks de potes, avec les NFT. Ouais. Et la prochaine, c'est probablement l'intelligence artificielle. Tu penses que c'est une bulle? C'est pas le principe technologique qui est une bulle. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Non, c'est la spéculation qu'on va en faire. Ah, je comprends. On va valoriser beaucoup trop élevé les startups derrière ça, comme OpenAI, qui est valorisé à des milliards de dollars présentement, mais qui n'engendre aucun profit. C'est ça l'affaire, parce que je réfute pas du tout que la crypto, ça a du bon, puis d'avoir légalisé le cannabis, ça a du bon. Mais on va revenir au cannabis. C'est une plante. Il y en a partout. Je peux en faire pousser dans ma cour. Maintenant, oui. Qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas ce que ça vaut, mais... Ça vaut rien, mais c'est le permis de la SQDC qui vaut de l'argent au Québec. Quand tu as un permis de la SQDC, tu es un roi. Parce que là, tu as un chemin direct pour revendre cette plante. Mais le marché noir va toujours exister. On est d'accord. Puis c'est un principe aussi en finance. Les barrières à l'entrée. Est-ce que c'est un marché difficile à contourner sur le marché noir? Si ta réponse est oui, tu as besoin d'avoir un bon plan d'affaires. Ouais. Mais dans le cas des 10 prochaines années, je crois que, justement, l'intelligence artificielle va révolutionner plein de choses, va couper les prix, va augmenter la productivité. Ça risque de ralentir énormément l'inflation. Il est possible qu'on aille en déflation dès 2024. C'est-à-dire que non seulement il n'y a plus d'inflation, mais les prix baissent partout. Ça, c'est une possibilité. Mais c'est aussi un danger. Parce que quand les prix baissent partout, tu te retrouves dans une situation où les gens vont retarder leurs achats en disant « la semaine prochaine, ça va être moins cher ». Puis là, l'économie est gelée, puis tu as une autre sorte de crise économique. Mais l'économie, c'est une succession de crises. Crise égale opportunité et menace. C'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux. Je t'entends, puis en passant, je mange beaucoup d'économie. J'en lis beaucoup. J'ai lu tous les livres de Robert Kiyosaki qui parlent justement des... Il y en a un d'ailleurs que c'est Government Lies ou quelque chose du genre, ou Faux. Il s'appelle Faux, en fait, directement. C'est magnifique. C'est tout l'inverse de ce qui se dit. Puis je veux te poser une question. On rentre dans le vif du sujet. Même si on n'est pas inspiré par l'exemple, vous allez comprendre où on s'en va avec ça.
Le concept d'inflation, j'en ai parlé dans plusieurs chroniques dans le passé. Est-ce que selon toi, il est contrôlé pour... Tu sais, je vais te donner mon point de vue, puis tu me dis si j'ai tort. On y va comme ça. C'est l'activité que j'organise aujourd'hui avec 3 grosses questions qui sont vraiment importantes pour moi. Selon moi, l'inflation est contrôlée par le gouvernement pour éviter de faire peur. C'est-à-dire qu'on va te dire qu'on a 6 % d'inflation, alors qu'on sait tous que l'est et que plusieurs choses ont doublé pendant la pandémie ou triplé. Puis la raison pour qu'on fait ça, c'est parce que monsieur, madame, tout le monde, si on leur disait que l'inflation était aussi élevée, là, l'inflation est selon moi un titre beau pour être capable de parler du fait que, selon moi, je tiens à le dire, l'argent perd de la valeur. Et où je vais en venir là-dedans, c'est que si on leur disait le vrai chiffre, parce qu'il y a un calcul mathématique derrière l'inflation que tu peux nous expliquer, j'imagine, qui est, selon moi, biaisé, bien, les gens qui mettent de l'argent à la bourse, là, qui placent, qui investissent avec le groupe S&T, s'ils font 10 % de rendement dans une année, c'est excellent. On est d'accord? Donc, si je suis en train de te dire que d'un côté, la vraie inflation, disons un chiffre au hasard de la pandémie, mettons que ça a été réellement 20 % puis que tu as fait 10 % de rendement, on est en train de te dire que tu as perdu 10 % Oui, c'est sûr. On est d'accord? Donc, selon toi, le terme inflation, la question là-dedans, c'est le terme inflation veut dire quoi? Et c'est quoi? Comment on devrait réellement calculer l'augmentation du coût de la vie ou la diminution de la valeur de l'argent? Bien, c'est sûr que chacun a son taux d'inflation, dépendamment de ce qu'il consomme. On est obligé de procéder par échantillon, puis les sciences statistiques sont bien appliquées depuis très longtemps. Au Canada, moi, j'ai grandement confiance en Statistique Canada. Il y a un panier de denrées communément achetées, que ce soit les fruits et légumes, les viandes, poulets, les canages, etc., puis autres produits de nettoyage et compagnie. Tu as un panier d'épicerie, tu as le loyer, tu as les véhicules d'occasion, tu as les condos, le prix des appartements, le prix de l'immobilier, des terrains. Tout ça est calculé avec, sans oublier, l'énergie. Alors, quand tu as toutes ces données-là, tu compares de mois en mois, mais tu compares aussi avec l'année précédente. Okay. La pandémie nous a fait croire qu'il y avait beaucoup d'inflation, mais il y a une partie illusion là-dedans. Okay. Je te donne un exemple. Vas-y. 2019, tu as le litre d'essence qui est à 1,50 $, 1,40 $. 2019. Okay. Pandémie arrive, les gens ne voyagent plus. Les gens, ils ne se promènent plus en char, là. C'est interdit de toute façon. Il y a des contrôles routiers. Faut que tu rentres chez le litre d'essence, il tombe en bas d'1 pièce. L'année suivante, ça rouvre. Et puis là, on a le litre d'essence à 1,50 $, 1,60 $, 2 pièces. 100 % d'augmentation. L'inflation, c'est effrayant. OK, mais 1,50 $ par rapport avant la pandémie, bien là, il n'y a presque pas d'inflation. Je comprends. C'est la fréquentation et la demande pour les biens, c'est ça le libre marché. C'est pour ça que l'inflation existe et ne peut être difficilement manipulée qu'en cas de rareté. Quand tu contrôles la libre circulation d'un produit, tu peux contrôler le prix et tu te trouves en oligopole comme les banques, compagnies pétrolières, les télécoms et les épiceries. Au Canada, on a 4 oligopoles. Ce sont des entreprises qui contrôlent une partie des prix. Okay. Alors là, oui, il peut y avoir une forme de manipulation où est-ce que tu as une entente tacite. Des fois, ils vont juste s'imiter sans jaser entre eux, mais ça, j'en doute, là. Alors, ils vont s'imiter, ils vont imiter les mêmes conditions. Et puis, tu trouves les frais bancaires presque identiques dans les 6 grandes banques. Tu trouves le prix de l'essence, il vient de bouger, il passe de 1,56 à 1,66. Puis, dans la seconde qui suit, l'autre bannière d'essence augmente son prix. Suive automatiquement. On n'arrive pas à avoir des services de télécom, de services de cellulaire à un prix que l'allure comparé aux États-Unis puis l'Europe. Puis les infrastructures sont déjà là. Et pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas assez de joueurs. Quand il y a peu de joueurs, les prix risquent d'être contrôlés. Okay. L'inflation est bien réelle puis rejoint la demande du consommateur. Si l'immobilier a flambé, c'est tout simplement parce que le taux d'intérêt était très faible. Dans mes jeunes années d'adulte, 18-19 ans, il y avait des taux d'intérêt à 21 % pour une hypothèque. Mais une maison se vendait 60 000 $. Exact. Le paiement mensuel, c'était à peu près 675 $ par mois, qui représente 2 000 $ actuels, qui est quand même le versement moyen pour une hypothèque d'une maison moyenne. Toutes les choses sont égales. Il n'y a pas de changement. La corrélation, elle est parfaite entre les taux d'intérêt puis les valeurs de l'immobilier. Plus les taux d'intérêt sont élevés, plus l'inflation, plus l'immobilier a des difficultés et vice-versa. OK. J'adore toute cette information. Et dis-moi, Fabien, si on va dans un autre sujet, j'imagine que au niveau de ton expérience, de ta notoriété, ton objectif, c'est
d'informer les gens, de leur donner l'information qu'il leur faut pour prendre des décisions financières éclairées. Voilà. Ouais. Je ne le dirais pas mieux que toi, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, si je te demandais les 5 choses primaires que tu conseillerais à n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde qui veut prendre le contrôle de ses finances puis comprendre un peu ce qui se passe alentour de lui, je vais te donner un exemple. Les gens qui ont acheté des maisons en surenchère de 200 000 ont clairement pris une mauvaise décision, de mon point de vue, malheureusement. Ouais. Mais c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que tu veux faire? On continue d'avancer. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ce serait quoi tes 5 conseils? Bien, c'est sûr de mettre de l'argent de côté le plus possible et puis de faire grossir ce montant-là pour arriver peut-être à 150 000, 200 000. Quand on a des montants comme ça, on peut intéresser un professionnel de la finance. Les preuves sont démontrées depuis quand même plusieurs années. La part d'un professionnel qui t'aide, un coach, planificateur financier qui est inscrit aux autorités de marché, il y a une façon d'avoir une vision 360. Quand on a l'aide d'un professionnel comme ça, c'est la même chose qu'avoir un médecin de famille. Les gens, ils peuvent être plus dans la prévention. Alors, le planificateur financier, quand on a fait des études, autant avec Vanguard, qui est une des grandes firmes qui aide les investisseurs autonomes, que Russell, qui est une société américaine d'investissement, le Cyrano ou encore Morningstar, qui est un groupe indépendant, ils arrivent tous entre 3 et 5 % de rendement de plus par année en valeur ajoutée par un planificateur financier. Puis, c'est des montants d'argent de plus qu'on récolte, pas nécessairement dans le rendement du fonds ou du placement choisi. C'est toute la situation, que ce soit fiscal, que ce soit légal, que ce soit juste... Écoute, je suis pas marié, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai un enfant. C'est quoi les risques? Ouais. Et là, on présente, les avantages d'avoir un contrat d'union commune, un contrat de vie commune qu'on va notarier pour que s'il y a une rupture dans le couple, on ne perde pas sa chemise. Et il y a toutes sortes de petits trucs comme ça. Juste dans les testaments, là, c'est fou. Il y a des situations où on réussit à faire sauver des sommes considérables à des clients qui, par exemple, ont hérité de sommes d'argent et puis on leur a enlevé une partie d'impôt, alors que dans le testament, on ne dit pas que c'est aux bénéficiaires, c'est aux héritiers le paiement de l'impôt. Ça doit être payé par la succession. Il y a des cas comme ça où on a vu des clients qui ont récupéré des 40, des 50 000, des 100 000, juste parce qu'on a lu leurs documents. Ouais. Et puis, ça s'en va ensuite dans leur CELI. Ça ne grossit pas d'impôt. Alors, c'est ça, la vision 360 d'un expert qui va t'accompagner, comme un fiscaliste, un comptable. D'être bien entouré de professionnels. D'être bien entouré de professionnels qui sont inscrits. Pas quelqu'un qui s'improvise puis qui est bien fin. Non, on se comprend. Faire affaire avec des grosses firmes, en fait. Faire affaire avec des noms reconnus, comme on parlait tantôt, c'est pas de faire affaire avec quelqu'un sur un coin de rue. C'est de faire affaire avec... mais je pêche un petit peu pour ma paroisse, dans le sens que si vous trouvez quelqu'un qui a tous les diplômes qu'il faut, puis qu'il est dans une belle bannière, mais ça passe pas, ça clique pas. Ouais. L'aspect communication est super important parce que si vous trouvez quelqu'un qui vous fait parler, qui est capable d'entendre vos objectifs, bien, il va travailler mieux pour vous. Oui, je comprends. Il y a des personnes avec qui ça marche pas. Là. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Non, je comprends. Je comprends à 100%. Ça, c'était notre deuxième conseil. Si on en a 3 autres à leur donner, je t'en demande beaucoup, mais c'est important pour moi de donner de l'information. Bien, c'est une prolongation de ça. Je te dirais, l'argent pour l'argent, ça mène nulle part. C'est pas un objectif de dire, moi, je veux piler, je veux avoir 4 millions à 40 ans. C'est pas un objectif. L'objectif devrait être plus concret que ça, avec, OK, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je me visualise avec tels objectifs financiers? J'ai 2 enfants, 3 enfants, j'aimerais ça avoir un chalet ou j'aimerais ça avoir un parc immobilier. Mais là, une fois que tu as quelques objectifs définis, à court, moyen, long terme, tu en parles avec quelqu'un de compétent, lui va juste vérifier si c'est des caprices ou des objectifs. Parce que si c'est d'accumuler des biens matériels, une fois que tu l'as, tu as une espèce de lassitude qui fait que, ouais, elle est super belle, la Lambo, là, mais regarde... Elle déprécie dans ta cour, puis elle ne sert à pas grand-chose. Ça ne rapporte rien, là. Alors que quand tu as des objectifs de vie, je ne sais pas, il y a quelque chose qui dit, moi, j'aimerais ça arrêter 2 ans, faire un tour de voilier tout dans le coin de Bali, Tahiti, puis ce coin-là d'Indo-Pacifique et tout. OK, on va travailler là-dessus. L'argent est à ton service, pas le contraire. Mais l'argent, c'est quelque chose d'inerte. Ça fait rien. Ça va juste faire qu'est-ce que tu lui dis de faire. OK. Puis on m'a toujours dit, moi, de mon côté, juste pour faire une corrélation, je pense ça veut dire la même chose, mais on m'a toujours dit, il ne faut pas que tu travailles pour l'argent, il faut que tu travailles pour la mission. Puis l'argent va venir tout seul. Oui, si tu résous des problèmes, l'argent va venir tout seul. Si tu en causes, pas certain. C'est un bon point. Ne causez pas de problème à la maison.
Dis-moi, Fabien, si on a donné 3 points, mais je pense qu'ils sont très élaborés. Moi, j'avais une question, je le lis dans beaucoup de livres, puis je crois que tu as une mission qui s'apparente à Robert Kiyosaki, qui, de son côté, je ne sais pas si tu connais Robert Kiyosaki, évidemment, mais lui veut, pas inspirer, mais donner des véhicules pour atteindre la liberté financière, puis de comprendre les finances. Et on a un problème au Québec. Puis parlons-en, l'école ne nous apprend rien sur la gestion financière, de mon point de vue. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Oui, on n'apprend pas grand-chose. Il faut se débrouiller nous-mêmes. 100%. Fait qu'on sort de l'école, on sait comment compter jusqu'à... Bon, on sait mathématiques, on sait écrire, etc. Ouais. Mais on ne sait pas faire un simple budget qui est très important pour Bien éviter sûr. de s'en aller dans la mauvaise direction. Non, on l'enseigne à dépenser, par exemple. 100%. On enseigne la consommation. Ouais. Mais pourquoi? Bien, les gens vont vers la facilité, vont vers la récompense immédiate. On peut appeler ça la contentation immédiate. Je te dirais que les réseaux sociaux, surtout Instagram, l'encouragent beaucoup. La contentation, parce qu'on va hisser au rang de modèle des gens qui se présentent, soit avec fou de bijoux, ou encore dans des voyages dans des pays exotiques et tout ça, comme si c'est automatiquement le symbole de la réussite. Et non, c'est difficile, parce que, justement, si quelqu'un sort de l'école puis il est en train de créer sa personnalité, puis il est en train d'essayer de découvrir qu'est-ce qu'il veut vraiment dans la vie, bien, il va essayer toutes sortes d'affaires, puis il va aller vers le plus facile. Puis le plus facile, c'est soit de dépenser. Puis le crédit fait partie des dépenses. C'est de la consommation. Ouais, je sens pas. C'est un outil, en fait. Là. C'est un outil. C'est un outil. C'est une business qui a été créée pour faire consommer plus. Oui, c'est une corde aussi. On est d'accord. Mais la grande question, c'était selon toi, pourquoi les écoles n'apprennent rien? Parce que je suis d'accord que l'individu s'en va par là, mais on n'y a rien donné pour y permettre d'aller tout droit. Bien, là, maintenant, tu vois, c'est depuis environ 2 ans et demi, il y a des cours d'économie financière au secondaire. Ça arrive tard, mais ça pourrait même commencer vraiment plus tôt, là. Si je te donne un petit exemple facile, tu as 2 personnes, Simone, 25 ans, qui met 25 piastres par 2 semaines dans un placement. Elle va avoir accumulé, puis elle ne regarde pas ça, là, elle se retrouve à 65 ans, elle a 216 000 d'accumulé. Puis si son cousin Simon, lui, dans quarantaine, il dit « Moi, je vais te doubler parce que je débute en retard », il se retrouve à la même date que Simone avec seulement 100 000, la moitié. Alors ça devrait être un des premiers cours de dire « Épargnez tout de suite, faites des investissements ». C'est pas nous qui l'a dit, c'est Einstein. La 8e merveille du monde, c'est l'intérêt composé. Là, c'est pas plus compliqué que ça. Une règle archi simple aussi pour réussir financièrement, c'est avoir un bon revenu, faire des investissements. Okay. Et puis, tu as une règle reliée, par exemple, à avoir des bons rendements dans tes investissements. Mais si tu n'es pas obligé d'avoir les 3, mais si tu en as au moins 2, tu vas bien t'en sortir. Par exemple, l'infirmière qui fait des investissements, elle pourrait finir plus riche que le médecin dépensier. Parce qu'elle fait des investissements judicieux, elle épargne, puis elle a des revenus récurrents. En faisant ça, elle vit en bas de ce qu'elle gagne, donc elle vit en bas de ses moyens. Principe de base, effectivement, de dépenser moins que tu gagnes. Principe de base, mais je suis sorti de l'école, je comprenais pas ça. Là. Moi, je n'ai fait des niaiseries là aussi, là, on va se le dire, mais bon, c'est l'expérience. Comme tous les entrepreneurs, Fabien, je cherche constamment, puis là, on parle quand même encore de ces trucs-là, mais je cherche constamment un moyen de faire travailler mon argent et la fameuse phrase glitch qu'on voit sur les réseaux sociaux, faire travailler ton argent en dormant. Mm-hmm. Est-ce que tu y crois? Puis si oui, c'est quoi si on démystifie ce terme-là pour les gens? Ouais. Parce que ça a l'air d'être comme facile, mais je pense pas que ça marche comme ça. Non, c'est pas si facile. C'est sûr, ça prend un plan, ça prend une méthode. Tu vois, dans mon cas, j'ai écrit des livres, j'ai écrit du contenu web. C'était pour que des gens à toute heure du jour et de la nuit qui cherchent des informations pertinentes me trouvent et me contactent. Ça, c'était ma façon de travailler pendant la nuit. Et tous les jours, j'ai des messages dans ma boîte de courriel de gens qui veulent devenir clients du cabinet. OK. Puis... il faut que quelqu'un les appelle après? Comment? Il faut que quelqu'un les appelle. Oui, bien donc, sûr. Concrètement, mettre une équipe derrière qui les appelle. Oui, j'ai une équipe derrière, mais on a aussi mis un frein parce qu'avec l'association avec la santé, ça a été tellement profitable et rapidement qu'il y avait un flot incontrôlable. Et on refuse des clients depuis à peu près 2017. OK. Ben, c'est un beau problème. Oui, c'est un beau problème. C'est un beau problème. En ce moment, on ne peut plus être client chez vous. On les trie sur le volet, c'est souvent sur référence seulement, mais il y a des conditions particulières. C'est clair qu'on veut avoir du fun, puis s'il y a des gens qu'on sent qu'on n'aura pas de fun avec eux, puis ça marche pas. Je comprends. C'est une façon d'être capable de bien servir sa clientèle aussi à quelque part. Oui, puis d'avoir hâte de retourner au boulot le lundi matin. Je comprends. Fait que
faire de l'argent dormant, pour toi, ça a été d'aller chercher plus de clients, mais pour quelqu'un qui a cette vision-là, est-ce qu'elle rêve? Est-ce qu'en tant que conseiller financier, en tant que planificateur financier, tu lui dirais « Oublie ça, tu rêves en couleur » ou tu lui dirais « Voici une façon d'y arriver ». Bien, peu importe le domaine, d'aller vers quelque chose, un terrain peu exploité, d'aller un petit peu là où la rondelle va se retrouver et non pas où la rondelle se trouve. Ça, c'est Mario Lemieux puis Wayne Gretzky qui ont fait une passe incroyable à un moment donné. Et puis, il y a une game qu'il faut regarder absolument sur YouTube où est-ce que tu vois, il y a une feinte de Mario Lemieux qui lève son bâton. Il n'accepte pas la passe alors qu'il pouvait marquer. Il a donc laissé la POC à quelqu'un pour faire gagner Équipe Canada. Et ces gars-là, ils savent où la rondelle va se trouver. En affaires, si tu regardes la direction, la tendance de fond de quelque chose de très fort, tu vas arriver avant les autres, peut-être vers une tendance incroyable. Et une fois que ton idée, t'en es convaincu, ben c'est comme dresser une carte routière. Okay. Si tu fais juste un trait qui se rend de Montréal à Dallas, Texas, il n'y a pas beaucoup d'indications. Si tu es obligé de dessiner tous les points, les endroits t'arrêtent, les hôtels que tu vas dormir, les restaurants, tu vas arriver à peu près dans le temps que tu as estimé. Okay. Et dans ton projet d'entreprise, il faut que tu fasses la même chose. Il faut que tu connaisses les pauses, les arrêts, il faut que tu saches, il faut que tu puisses savoir qui va t'entourer, dans quelles circonstances. Alors, documenter, puis essai-erreur. Excellent. Fabien, c'est déjà la fin. Ça passe vite, hein? Eh oui. Tu as eu, avant de terminer, tu as eu ton père, ton frère comme grandes inspirations. Peux-tu nous nommer quelques autres personnes qui t'ont inspiré dans ton, je dirais pas long parcours, mais je dirais inspirant parcours parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie en peu de temps? Oui. Je vais peut-être t'étonner, mais oui, mon père, mon frère, ils m'ont inspiré, mais j'ai écouté ma voix intérieure qui me disait si c'était bien ou pas, si ça rejoignait mes valeurs ou pas. C'est principalement ça que je crois que quelqu'un devrait toujours écouter. Une fois que tu sais comment fonctionne ton sens des valeurs, ton éthique, ben c'est ton guide. Puis c'est ça ton mentor dans ta vie. Et si tu fais, je te dirais, tu fais juste ce que tu as à faire, puis tu ne blesses pas les gens, tu ne les exploites pas, puis tu essaies de leur rendre service, les récompenses arrivent. Puis c'est après qu'on se sent privilégié, mais on a couru après. On a travaillé pour. Moi, je dis souvent, les overnight success prennent 10 ans. Puis je pense que c'est la vérité de ce qu'on voit et de ce qu'on accueille ici. L'investissement, là, c'est pas un casino, c'est une mijoteuse. Ça prend du temps. Oui, c'est clair. Il faut être patient, ça c'est sûr. Puis en terminant, tu as été inspiré dans ta vie et notre objectif est d'inspirer notre prochain à privilégier. Que conseillerais-tu à celui-ci ou à celui ou à celle qui nous écoute et qui aimerait prendre en main ses finances et atteindre la liberté financière aujourd'hui? En une phrase de fermeture. Éviter les dettes, idéalement les dettes coûteuses. Okay. C'est sûr que pour faire des investissements immobiliers, tu as des dettes qui rapportent. Des actifs et non des passifs. Oui, il y en a certains. Ça dépend des conditions aussi. Là. Ouais. Comme par exemple les dettes privées, là, excuse-moi, ce n'est pas les mêmes conditions qu'une hypothèque normale. Là. Alors, éviter les dettes coûteuses à plus de 10 % par exemple, et puis de mesurer à tous les trimestres quelle est ta valeur nette. C'est comme ça que tu vas voir si tu progresses. OK, excellent. Puis, dernière petite question personnelle. Une maison, c'est un actif ou un passif, selon toi, Fabien? C'est une dépense de consommation qui peut prendre de la valeur avec le temps quand elle est bien située. C'est une réponse de conseiller financier. Merci beaucoup, Fabien, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Et pour vous tous, je vous rappelle que tout ce que vous avez à faire pour gagner ou courir la chance de gagner le privilège de la semaine, c'est partager cette vidéo directement sur Facebook. Les 6 livres de Fabien Major sont le prix d'aujourd'hui d'une valeur inestimable. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.